Et sur ce sujet du masque, une étude a été publiée très récemment, une étude très intéressante qui en dit long sur l'intérêt du masque. C'est une étude statistique qui dit que le port du masque pourrait être en réalité beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace que le confinement pour stopper la maladie. Guy-Philippe Goldstein est avec nous. Bonsoir, vous êtes professeur à l'école de guerre économique de Paris. Merci d'être en direct. Vous avez mené une étude conjointement avec d'autres chercheurs dans différents pays du monde. Pour la France, c'est donc l'école de guerre économique qui était représentée. Et grâce à l'intelligence artificielle, vous avez, en gros, parce que ce sont des statistiques un petit peu compliquées, vous avez comparé le port du masque avec le confinement et vous dites, et là encore, c'est en gros, vous me dites si je me trompe, sur le masque, en gros, si 90% de la population en porte, et on porte bien, naturellement, comme on vient de l'entendre ici sur ce plateau, eh bien le virus, il peut disparaître en seulement 50 jours. Comment en arrivez-vous à ce résultat spectaculaire ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans l'étude, en fait, c'est qu'on a essayé de comparer une situation où on va voir 80% de la population qui va porter le masque de manière très stylisée, et puis d'un autre côté, 50% seulement qui va porter le masque, et puis même des situations où on ne porte pas le masque, mais on va faire les gestes de distanciation sociale, ou alors on va continuer le confinement dur qu'on a vécu. Et ce que montre l'étude, en tout cas c'est le résultat qui est très clair de cette étude basée sur 2 éléments de modélisation en utilisant des modèles classiques et puis après en faisant de l'agent-based modeling et puis en regardant un petit peu aussi ce qui s'est passé à travers le monde. Ce que montre l'étude, c'est qu'il faut absolument qu'on ait 80% de la population qui puisse porter ces masques pour avoir un effet. Alors je ne veux pas dire que ça remplace le confinement, et ça c'est un autre contexte, mais pour effectivement arriver à aider à la suppression forte de la maladie, il faut les 80% de pourcentage de la population qui va porter le masque. Et ça rejoint un petit peu les échanges que j'ai pu entendre, où on se pose la question de est-ce qu'on peut un petit peu finasser, est-ce qu'on peut mettre parfois le masque sur les transports en commun, et puis dans le reste de l'espace public, on pourrait peut-être l'enlever. Ce que propose l'étude, c'est que non. Si on veut vraiment avoir un effet fort, avec un objectif fondamental qui est celui d'éviter qu'on repasse dans le confinement, eh bien, si on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut au moins 80% de la population qui va porter le masque la plupart du temps. Et donc, il faut avoir un message clair, un message simple. Et je rejoins ce qui a été dit, je crois, par le professeur Sebag, à savoir que ce n'est pas dans les transports en commun uniquement, c'est dans tout l'espace public. On sort de chez soi, on porte le masque, c'est un message clair et, entre guillemets, on s'arrête là. Et il faut continuer à porter le masque. Ce qui veut dire, Guy-Philippe Goldstein, et si on vous suit bien, que finalement, si dès le début, 80% ou 90% de la population avait eu un masque et l'avait mis très vite, on aurait tout simplement pu échapper à tout ça. Alors, échapper, il faut faire très attention parce qu'un modèle est quelque chose à nouveau de très stylisé. Ce que l'on voit dans la réalité des choses, c'est qu'on a vu des pays qui n'appliquaient pas d'ailleurs nécessairement le protocole qui est important de dépistage, de traçage et d'isolation, un pays comme le Japon par exemple, et où par contre il y avait une culture très importante pour porter le masque, et on s'est rendu compte qu'ils ont une progression épidémique qui était plutôt lente. Ça n'évite pas les problèmes. Et je ne veux absolument pas remettre en cause l'importance de dépistage, traçage, isolation et toute la conversion qu'il y a pu y avoir avant. Mais on voit que s'il y a ce port très général du masque, ça permet de ralentir la progression de l'épidémie. On le voit avec l'exemple d'un autre pays qui est Taïwan, qui pour le coup a une stratégie très forte de propagation, de développement du masque et de port du masque pour le reste de la population, avec d'ailleurs une production de masques qui est passée de 200 à 300 000 par jour en décembre à plus de 10 millions au 2 février, avec une vraie politique nationale de distribution des masques pour tous, et des effets qui, pour le coup, ont été très forts. Taïwan a réussi à maintenir le contrôle de son épidémie. Pareil, Hong Kong, autre exemple très intéressant, où il y a eu des recommandations très fortes des autorités de Hong Kong dès le 24 janvier pour porter le masque, alors que je compare avec un autre pays qui est Singapour, un autre cité-État, où là, la recommandation du port de masque était moins forte. Alors, on ne sait pas exactement combien de pourcentage de gens portent le masque aujourd'hui ou ont porté le masque à Singapour, mais c'était forcément moins qu'à Hong Kong. À Hong Kong, on le sait, une étude de Lancet, il y a plus de 98% de la population qui portait le masque. Et on voit qu'à Hong Kong, il y a un contrôle très fort de l'épidémie, alors qu'à Singapour, depuis la mi-avril, il y a à nouveau une flambée épidémique. Donc, on voit par ces signaux ce qu'on voit dans les modèles. Ouais, et puis pour Singapour, on sait que vraisemblablement la maladie a repris dans des foyers de travailleurs immigrés qui étaient sans doute moins, enclins à avoir des masques, et en tout cas moins formés sur le plan matériel et culturel sur le port de masque. C'est ce qu'on peut imaginer en tout cas quand on vous entend. Ça veut dire, Guy-Philippe Goldstein, que
quand le gouvernement encore aujourd'hui présente le masque comme une sorte de complément, il se trompe. En réalité, il devrait mettre le masque au centre de sa stratégie. C'est ça que vous nous dites? Au centre, en tout cas, un des vrais piliers, Oui. parce que ça a été évoqué. Mais il faut absolument prendre cette question-là très au sérieux. Il faut que ce soit porté dans tout l'espace public, comme ça a été dit sur votre plateau. Dès que l'on quitte la sphère du domicile privé, il faut porter le masque. Et comme ça a été dit, on verra bien jusqu'à quand il faut imposer ce type de mesures. Mais si on est effectivement dans une politique où on essaye, on fait des erreurs, essayons quand même de mettre un maximum de sécurité. On parle là quand même d'un outil qui ne demande pas un investissement en recherche-développement considérable. C'est une vieille invention, le masque. Il faut un effort national de production. Et on voit bien par les exemples, par les modèles, qu'effectivement, ça peut vraiment permettre de ralentir la progression de l'épidémie. Donc c'est important, donc c'est un pilier. Ouais. Comment expliquer, professeur Gaudry, que de nombreux médecins, au début de cette crise, aient dit, parce que le gouvernement il n'a pas inventé non plus cet argument selon lequel le masque ne protégeait pas tant que ça, que de nombreux confrères médecins aient dit, bah oui, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose le masque. Alors, je crois qu'il faut, avec la science, il faut être vigilant sur ce qu'on dit et surtout ne pas s'emballer. Il y a des données dans la littérature qui ont été interprétées comme telles, avec notamment le problème dont je vous parlais, c'est-à-dire si vous donnez des masques à des gens qui ne savent pas s'en servir et qui font plein d'erreurs, vous allez en fait créer l'inverse de ce que vous vouliez faire. Donc, je pense que dans le débat autour de ces études-là, il y a beaucoup de ces sujets-là, justement, autour des erreurs qu'on fait quand on pense qu'en fait, on est protégé, alors que le masque ne suffit pas. Si vous avez un masque et que vous touchez votre masque et que vous grattez l'œil, ça va être un problème. Et donc, en fait, je pense qu'il y a eu un débat autour de ça. Et pour le reste, je pense que, en tout cas, ce n'est pas à moi de commenter les décisions politiques qui ont été faites au début. Nous, en tout cas, en tant que soignants, on a été plutôt satisfaits du fait qu'au début, puisque apparemment il y avait des problèmes pour fournir des masques à tout le monde, on ait réservé ces masques aux soignants, parce que c'est quand même les soignants qui étaient en première ligne et pour beaucoup d'entre eux ont été malades. Et donc voilà, c'était bien la preuve qu'il fallait préserver en tout cas les soignants pour s'occuper de la population. Est-ce que vous avez l'impression, Guy-Philippe Goldstein, que les mentalités ont quand même changé sur cette question du masque aujourd'hui, y compris du côté des décideurs ? Oui, c'est très marquant. Je vais juste revenir sur ce qui a dit par le professeur qui vient de s'exprimer. Il a raison, il faut vraiment faire très attention à la manière, évidemment, de porter un masque. On n'a pas assez d'informations publiques là-dessus, comme sur d'ailleurs d'autres gestes barrières. Et c'est vrai, nous, on a démarré cette étude donc, qui est pluridisciplinaire avec un chercheur de Berkeley et de Hong Kong University, un chercheur de Cambridge, un chercheur de National Health Service en Grande-Bretagne et puis une responsable d'un think tank finlandais qui vient d'entrer dans le gouvernement. On a démarré cette étude-là à la mi-mars parce qu'on a vu justement qu'il y avait des choses qui étaient intéressantes au niveau de l'évolution de l'épidémie à travers le monde, avec cet effet très particulier qu'on voyait dans les pays asiatiques qui pourtant, dans certains modèles de développement épidémique par rapport à leur positionnement, par rapport à la Chine, devaient être aux premières lignes. Alors, il y a beaucoup de choses. Encore une fois, il n'y a pas que le masque. Mais on s'est posé la question, est-ce que le masque a joué un rôle? Et c'est vrai qu'on a démarré ça à la mi-mars. Et entre la mi-mars et maintenant, on a vu une bascule très forte. On a vu la Cabinet national de médecine ici en France qui a pris position en faveur du port du masque pour tous. Et on a vu à travers le monde des anciens directeurs de la FDA, des différents responsables en Europe qui ont vraiment basculé sur cette question du masque. C'est intéressant. Il y a une question même, on dirait, entre guillemets, scientifique de comprendre comment on est passé d'un paradigme à un autre. C'est un point qui est ouvert. Mais c'est vrai aussi, pour reprendre le point qui a été dit, que la littérature scientifique sur le port du masque au cours des 10 dernières années était un petit peu ambivalente. On pouvait trouver, entre guillemets, à boire et à manger, et que c'est une question qu'il faut se poser, mais qu'on s'est beaucoup posé dans le contexte de la grippe, qui est une maladie très particulière. Et le coronavirus, celui qu'on a, le SARS-CoV-2, est également très particulier, avec certaines caractéristiques épidémiologiques qui sont différentes de celles de la grippe, évidemment. Donc, par exemple, le temps de transmission, le serial intervalle. Et peut-être que ça explique pourquoi aussi cette question rebondit avec le coronavirus, comme on l'a vu sur la question des interventions non pharmaceutiques, qui marchent peut-être mieux avec le coronavirus qu'avec la grippe. Une question courte, Guy-Philippe Goldstein de Stéphane Gaudry. Réponse courte aussi, s'il vous plaît. Oui, juste dans votre étude que je n'ai pas encore lue, est-ce que justement le fait de s'intéresser à des populations qui ont l'habitude de porter un masque, parce que dans les populations asiatiques, il y a une culture autour de cela, justement parce qu'ils ont été victimes d'autres virus. Et donc, si vous partez du principe que tout le monde va faire aussi bien
que font les Asiatiques, vous allez avoir des chiffres peut-être plus favorables entre Biaisés. guillemets, que dans une population qui a justement pas cette culture de porter le masque et qui ne sait pas très bien le porter et l'enlever. Alors, c'est un point très important. Effectivement, on a mis en avant et on essaie de mieux comprendre ces populations asiatiques qui ont cette culture du port du masque. Alors, il faut voir que cette culture du port du masque, elle n'est pas millénaire. Ça a beaucoup démarré au Japon dans le courant de la première moitié du XXe siècle. Et puis, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé avec l'industrialisation de ces pays asiatiques, avec d'ailleurs énormément de phénomènes de pollution. Et ça explique pourquoi ces pays est-asiatiques industrialisés développés portent tellement le masque, l'ont plus facilement à disposition et donc peuvent atteindre les seuils de port de 98%, tels que je l'évoquais par exemple à Hong Kong. Effectivement, après, il y a cette question qui est importante pour nous, de bien apprendre les gestes pour porter le masque. Alors, ce que je dis là veut dire deux choses. D'une part, oui, il y a une culture des pays asiatiques, mais elle s'est faite face à une crise sanitaire qui était à la fois les épidémies du XXe siècle, les grippes du XXe siècle et aussi évidemment la pollution. Nous aussi, on est face à une crise sanitaire extrêmement grave. Donc, on peut penser que ces gestes-là vont évoluer et qu'on va les incorporer dans notre culture. Mais d'autre part, il y a ce qui a été évoqué, il va falloir apprendre effectivement à porter ces masques. Et là, effectivement, l'État, les autorités sanitaires ont un rôle très important pour nous apprendre à comment on peut bien faire les choses et pas créer un nouveau problème face à quelque chose qui, au contraire, pourrait être une solution. Merci beaucoup, Guy-Philippe Goldstein. Effectivement, il y a encore du travail, pas mal de travail pédagogique à faire. Alors, il y a les masques, mais il y a aussi, naturellement, le confinement. Des vies ont été sauvées